Bonjour à tous. Avec Alexandre Duhart, nous avons parlé de l'utilisation du jeu pour sensibiliser au développement durable. Dans l'épisode précédent, Fabrice Jouvenot a abordé le sujet des expériences immersives et ludiques. Dans cet épisode d'Homo Ludens, je vous propose un mix des deux. Dorian Tourin-Lebray propose une expérience immersive dont le but est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Bienvenue dans Gaiactica. Bonjour Dorian Tourin-Lebray. Bonjour Mathieu. Alors tu es aujourd'hui le capitaine du vaisseau Gaiactica. On va en parler tout au long de l'épisode. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'elle a été ton parcours avant de devenir le capitaine du vaisseau Gaiactica? Avant d'entrer dans cet univers de Gaiactica, aujourd'hui j'ai 31 ans et donc j'ai suivi des études d'ingénieur jusqu'en 2011 à l'école centrale Paris où j'ai décidé de créer une première entreprise parce que j'étais très attiré par la technologie, très attiré par la création de nouvelles choses, pour répondre à des nouveaux besoins, essayer de trouver des choses qui n'avaient pas encore été faites. Donc j'ai créé une première société qui s'appelle Smart Impulse, qui est une startup qui propose aux grandes sociétés des outils et des services de suivi et de contrôle des consommations d'électricité. Et après 7 à 8 ans de service au service de cette entreprise, j'ai décidé de prendre du recul et de prendre du temps pour moi, pour comprendre quelle pouvait être la meilleure manière en fait d'avoir le meilleur impact sur le monde qui m'entoure. Et donc c'est ça qui m'a amené progressivement, après 2 ans de recherche, de questionnement, mais aussi de touche à tout. J'ai eu une dizaine d'activités professionnelles ces 2 dernières années. Et c'est ça qui m'a amené finalement à Gaiactica. Alors dans ce podcast, on s'intéresse au jeu. Est-ce que tu peux nous dire quelle place avait le jeu dans ta vie avant de l'utiliser dans ton activité professionnelle? Alors oui, le jeu, ça a été déjà pour moi enfant, j'étais joueur et j'ai gardé en fait cette attrait pour le jeu ou pour ce qui permet en fait d'aborder les choses avec avec bonheur, avec plaisir, avec légèreté. J'ai jamais été dans un rôle très fermé, très formel, y compris lorsque je travaillais avec des entreprises qui pouvaient parfois être dans ce rôle-là. J'ai dû parfois faire le grand écart, mais j'avais toujours cette dimension d'enthousiasme, de plaisir et de légèreté qui était présent dans ma vie de tous les jours, que ce soit effectivement au travail ou avec mes amis. Euh, Cependant, j'ai pas été un très très gros joueur. J'ai jamais été fait partie des personnes qui dès qu'il y a un moment de libre dans la journée sautent sur des jeux de société ou des jeux vidéo. Ça faisait partie de ma vie, mais pas au point d'en être fan. Et le moment où où c'est vraiment entré dans mon quotidien de manière plus active et du coup professionnelle, c'est justement il y a 2 ans, puisque le jour où j'ai arrêté ma première entreprise, ma première startup, Smart Impulse, le lendemain du jour où j'ai quitté mes fonctions, j'avais du temps libre. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'éditer un jeu de société. En tout cas, de concevoir un jeu de société pour ensuite l'éditer. Et c'est là que j'ai compris que lorsque je me laissais un libre champ devant moi, ce qui venait naturellement et spontanément, c'était d'être dans le jeu, de vivre le jeu et aussi de faire vivre le jeu. Alors il y a une autre passion, on va dire, c'est l'environnement. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à vouloir traiter des sujets liés à l'environnement? Alors ça aussi, c'est un chemin assez long. La société que j'ai créée, la première, Smart Impulse, c'était dans le sujet de l'environnement déjà, de l'énergie, de l'environnement. Mais disons que c'était 50% d'opportunité et 50% de volonté. L'opportunité, quand je dis ça, c'est avec
la position et le réflexe de l'entrepreneur qui a envie d'apporter quelque chose de nouveau, une réponse à un problème qui a lieu autour de lui et qui examine les opportunités. Donc j'étais pas encore à cette époque, lorsque j'avais 21 ans, 21-22 ans, j'étais pas absolument conscient de tous les enjeux environnementaux qui nous entourent. Mais c'est quelque chose qui a été croissant pendant ces 10 dernières années et qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dès le moment, encore une fois, où j'ai eu plus d'espace devant moi pour laisser s'exprimer ces prises de conscience. Et ça s'est fait par des rencontres essentiellement, donc des personnes que je rencontre qui avaient des vies différentes, qui avaient des points de vue ou des ressentis différents sur le sujet de l'environnement. Et en fait, j'ai senti une vraie connexion entre cette conscience de ce qui est en train de se passer autour de nous, de comment fonctionne l'environnement, enfin, le système, l'écosystème, la biosphère. Et donc la connexion entre cette partie-là et puis tout mon parcours et aussi la manière dont mon esprit est façonné qui est lié à mes études d'ingénieur. Quelque chose de très analytique et de cartésien. Et vraiment la connexion entre les deux, ça a bien matché. Et c'est comme ça que ça a donné aussi encore plus de place à l'environnement, aux questions d'environnement et des enjeux planétaires dans mon quotidien. Alors, tu nous as parlé de l'édition d'un jeu de société donc, qui s'appelle Supermaculture, qui parle de la permaculture. Aujourd'hui, tu proposes une nouvelle expérience ludique avec Gaiactica. Pourquoi tu choisis le jeu pour aborder des sujets liés à l'environnement ? Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai conçu Supermaculture et Gaiactica, c'est qu'est-ce qui résonnait vraiment pour moi et comment j'avais envie moi-même d'aborder les choses. Et c'était vraiment spontané. J'ai pas eu à réfléchir pour me dire le jeu Supermaculture, c'est sur le thème de la permaculture. La permaculture, je m'y étais formé et naturellement, spontanément, je me disais mais ça fonctionne comme un jeu. On doit mettre en place une stratégie, on a des éléments de hasard, on a des éléments qui doivent se positionner dans l'espace et dans le temps. On doit être en coopération ou en collaboration avec d'autres joueurs, sachant que c'est plutôt ces modes-là sur lesquels j'évolue plutôt que d'être concurrent ou adversaire. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je ressentais et qui pour moi m'apporte l'enthousiasme, la légèreté qui permet de pas entrer dans des sujets qui sont, c'est sûr, complexes, parfois anxiogènes, de pas entrer par ces biais-là, de vraiment entrer par quelque chose qui nous permet d'être d'abord vraiment en connexion avec les sujets, sans a priori, sans jugement, sans être critique dès le début. Et une fois qu'on est entré en connexion avec ces sujets, de pouvoir s'apercevoir que on découvre des facettes qui sont nouvelles, qu'on n'avait pas anticipées. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'est ton projet Gaiactica ? Oui, aujourd'hui, Gaiactica, c'est donc mon deuxième grand projet de réalisation ludique. C'est d'abord un lieu où on va vivre une expérience immersive inspirée des escape games. Et la mission que des équipages, puisque Gaiactica se déroule dans l'espace, dans un vaisseau spatial grandeur nature, cette mission que les équipages devront relever, c'est en 60 minutes de tenter de sauver la Terre et l'humanité du dérèglement climatique. Donc on est vraiment sur un mi-chemin entre l'escape game, puisqu'on est dans une salle où on va passer 1 heure. C'est ce fameux vaisseau spatial grandeur nature qu'on va pouvoir explorer avec des recoins un petit peu cachés et des mécanismes à comprendre. Mais c'est aussi un jeu vidéo grandeur nature, puisqu'on va pouvoir piloter le vaisseau, voir évoluer un monde virtuel à travers les hublots et donc vraiment se sentir en train de voyager dans l'espace et dans le temps. Et c'est aussi et surtout en fait une aventure scientifique, une simulation réaliste de ce qu'est le climat de la Terre aujourd'hui et de ce que les scientifiques estiment
être son évolution pour les 100 prochaines années, puisque toutes les actions, toute la stratégie que les joueurs vont mettre en place à bord de Galactica va avoir un impact réaliste qui est calculé à partir des modèles d'évolution du climat. Et l'objectif final du jeu, c'est de faire en sorte que le réchauffement de la planète soit inférieur à 2 degrés en 2100. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est à la lisière entre le réel et le virtuel. Et selon toi, quels sont les avantages liés au côté immersif de l'aventure? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette formule-là? Alors j'ai plusieurs raisons qui m'ont amené à faire ce choix-là. La première, c'est que, encore une fois, je vois vraiment une différence dans la manière d'aborder des sujets, mais aussi simplement de jouer, de s'amuser, de se divertir par l'immersion. Et donc quand j'entends l'immersion, c'est vraiment une immersion totale qui fait appel à tous les sens. Immersion sonore, immersion visuelle, immersion dans le toucher avec les vibrations. Et aussi une immersion plus qui ne fait pas référence aux 5 sens, mais qui fait plus référence au contact qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui nous accompagnent, ce qu'on peut vraiment vivre dans un escape game, donc d'être en présence d'autres personnes, de ne pas être coupé de la réalité avec des masques, des casques de réalité virtuelle. Donc pour moi, c'est ça que ça veut dire l'immersion. Et ça, pour moi, je le ressens vraiment comme quelque chose qui stimule chacun des joueurs d'une manière vraiment importante et aussi différente, parce que on a peu l'occasion d'entrer dans un vaisseau spatial, de pouvoir le piloter, de pouvoir résoudre une mission pendant 60 minutes dans sa vie. Et le fait de se dire, bah, c'est un moment très très spécial qu'on va passer ensemble, et on va vraiment être dans l'immersion, on va vraiment être détaché de notre quotidien et vivre quelque chose qu'on vivra peut-être pas 2 fois dans notre vie. C'est des choses qui m'attiraient beaucoup pour pouvoir cultiver cet aspect-là. Et quels sont les enjeux planétaires qu'on va retrouver dans Galactica, qu'on va devoir résoudre, enfin essayer? Les enjeux qu'on aborde dans Galactica, ils sont tous orientés vers la réduction de l'impact et de l'ampleur du dérèglement climatique. En tout cas, ça c'est le premier scénario que j'ai développé. J'aimerais en développer d'autres par la suite. Et en tout cas, pour aboutir à cet objectif-là, il y a une quarantaine de leviers d'action possibles dans la stratégie qu'on peut mettre en place et qui vont toucher à 4 secteurs différents sur Terre. Le secteur de l'énergie, celui des transports, de l'alimentation et des bâtiments. Donc à bord de Galactica, il y a tout un aspect ludique puisqu'on va devoir résoudre des mini-jeux, on va devoir résoudre des énigmes, des puzzles, reconstruire les plans du vaisseau pour redémarrer un certain nombre d'éléments à bord. Mais il y a aussi cet aspect stratégie, mise en place d'une stratégie pour choisir les meilleures décisions au meilleur moment. On commence en 2019, on fait 5 sauts temporels vers le futur pendant lesquels il faut s'accrocher parce que ça vibre, ça clignote dans tous les sens. Et on se retrouve en 2100 du coup après 1 heure de jeu. Et c'est là qu'on observe le résultat des actions qu'on a choisi de mettre en place. L'objectif, c'est de réduire la température à moins de 2 degrés d'ici 2100. Enfin, le réchauffement climatique, pardon, de 2 degrés d'ici 2100. Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'y arriver, ou est-ce qu'il n'y a qu'une voie possible pour réussir la mission? Comment ça se passe? Comme il y a à peu près 40 actions possibles, 40 leviers d'action, ces 40 leviers d'action doivent être... alors on n'en choisit pas 40, hein, si on choisit tout, c'est plus aussi intéressant et ludique aussi, puisqu'on a moins de contraintes. Donc il y a vraiment des contraintes qui font qu'on ne peut pas tout appliquer en même temps. On a une contrainte de budget, on a une contrainte de temps, parce que certaines actions, certaines technologies n'existent pas encore en 2019, elles n'apparaîtront que plus tard dans le siècle. Certaines deviennent obsolètes aussi pendant le cours du 21e siècle. Et ensuite, si on prend l'ensemble de toutes les stratégies possibles, tous les scénarios possibles, j'ai calculé qu'on avait 12 000 fins possibles au jeu, 12 000 résultats possibles, 12 000 scores possibles. Et sur ces 12 000 scores, il y en a 2 000 qui sont en dessous d'un réchauffement de 2 degrés Celsius, et donc qui permet de réussir vraiment le jeu. Alors, il y en a 1 sur 6, ça ne veut pas dire qu'il y a une chance sur 6 d'y arriver, parce que quand on fait preuve de réflexion et qu'on s'aide aussi des indices qui arrivent, on s'aide aussi de l'intelligence artificielle.
qui personnifie le vaisseau et qui accompagne les joueurs. On se retrouve plutôt sur une probabilité de succès de la mission compris entre 50 et 60%. Mmh. Et est-ce que du coup, quand on réussit la mission, est-ce qu'on ressort avec des pistes pour agir après? Alors l'intérêt principal que je mets derrière l'expérience qu'on vit dans Galactica, c'est le fait d'associer le ludique, d'associer le divertissement, d'associer vraiment cette immersion pendant laquelle on vit un très bon moment, et une base scientifique qui est véridique, qui est confirmée notamment par le climatologue Jean Jouzel, qui a accompagné la vérification des données scientifiques employées dans Galactica. Et donc, ce qui est le plus marquant, c'est que quand on sort du vaisseau, quand on débarque, on peut prendre conscience que ce qu'on a vécu pendant 1 heure, peut-être un petit peu dans l'urgence, peut-être dans un cadre qui n'était pas propice à vraiment prendre du recul, mais c'est fait pour. Quand on en sort, quand on débarque, on peut commencer à prendre conscience que ce qu'on a vécu pendant 60 minutes, c'était pas que un jeu en fait, et que c'était basé sur quelque chose de réel, en tout cas les prévisions des scientifiques, la compréhension actuelle de la part des scientifiques. Et c'est à ce moment-là, pendant le débriefing, qu'on peut revenir sur l'expérience, la manière dont on l'a vécu, mais aussi ce que ça a pu nous donner comme peut-être déclic, prise de conscience ou simplement compréhension de mécanismes qui sont en train de se dérouler sur Terre. Et donc pour les joueurs qui le souhaitent, c'est un moment pour aller plus dans le détail et de comprendre quel est le lien entre tout ce qu'on a vu à l'échelle planétaire dans Galactica et quelles sont les actions qu'on peut mener dans notre quotidien, ou plutôt quels sont les impacts de nos actions quotidiennes. Est-ce que c'est plutôt un impact positif sur le climat, l'environnement, la Terre, ou est-ce que c'est plutôt un impact négatif? Et donc le débriefing, c'est pas simplement un débriefing de comment tu as vécu l'expérience, comment tu as coopéré. C'est aussi qu'est-ce que ça t'évoque, est-ce que tu as compris un certain nombre de choses, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné. Donc un débriefing qui est sur ces 2 niveaux-là et qui du coup permet, encore une fois pour les joueurs qui le souhaitent, qui souhaitent aller dans ce détail-là, d'envisager des actions qu'on peut mettre en place dans le quotidien pour réduire son impact individuel. Et quand j'insiste en disant pour les joueurs qui le souhaitent, c'est que je veux que Galactica soit pas quelque chose de dogmatique où on en ressorte en ayant directement une recette de ce qu'il faut faire, ou alors qui tente d'inciter des personnes à modifier leur comportement alors qu'elles n'en ont pas envie. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est de donner un autre angle d'approche, et le jeu, le ludique, permet ça, avec cette immersion et cette connexion plus directe, moins mentale avec les sujets. Et lorsque les joueurs souhaitent aller dans le détail, on peut y aller parce que les game masters qui sont là pour accompagner l'aventure sont rodés à ces questions et sont bien sûr en capacité de pouvoir discuter et de donner une ouverture à l'ensemble de tous ces sujets. Ouais, c'est super intéressant. Donc, il y aura donc tu les appelles les Game Masters qui seront là pour débriefer la partie avec les participants. Est-ce que tu proposeras également d'autres activités autour de Galactica par rapport aux enjeux planétaires? Oui, alors au tout début, Galactica, c'était vraiment dans les toutes premières esquisses de l'activité, de l'expérience, c'était sous cette forme-là, comme je l'ai dit, à la rencontre de l'escape game, du jeu vidéo et de la simulation scientifique. Et j'ai découvert au fur et à mesure du développement de ce concept-là que je pouvais en fait décliner l'approche de Galactica sous d'autres formes, plus légères peut-être, et qui peuvent avoir vraiment un impact, en fait, cette approche ludique pour un sujet sérieux comme le dérèglement climatique. Et donc je propose effectivement 2 autres formes qui sont soit des ateliers sous format de 2 heures ou sur une journée pour des groupes de 10 à 50 personnes, où je les embarque dans un voyage. On n'est pas dans un décor de vaisseau spatial, mais on s'y projette. On se répartit en 4 vaisseaux. Chaque vaisseau s'occupe d'un des 4 secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, énergie, alimentation, transport et bâtiment. Et on évolue aussi au fil du 21e siècle,
et on doit mettre en place des décisions. Donc là, c'est vraiment quelque chose de ludique et de pédagogique sous forme d'un atelier. Et j'ai une deuxième forme de déclinaison qui m'intéresse énormément aussi à développer et à construire. Ce sont des conférences interactives, une sorte de spectacle dans lequel je suis dans le rôle du capitaine du vaisseau et je suis face à un public de plusieurs centaines de personnes. Et encore une fois, je les emmène en voyage en travers le temps et l'espace. Et je les invite à prendre des décisions. Et cette fois-ci, c'est des décisions à main levée. Donc chaque personne, chaque auditeur, chaque spectateur doit prendre position toutes les 3-4 minutes sur un dilemme que je lui présente, puisqu'on fait tous partie d'une communauté d'experts qui a été réunie pour prendre des décisions très importantes par l'Organisation des Nations Unies. Voilà, donc c'est encore une fois interactif, encore une fois basé sur une réalité scientifique et de pouvoir sortir de notre quotidien et dans quelque chose de décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours pour que ce moment qui dure une demi-heure pour une conférence, 2 heures pour un atelier, 60 minutes pour la partie type escape game, qu'on soit vraiment dans une bulle et que ce soit un moment dont on se souvient et vers lequel on a envie de revenir. Alors, soit de revenir au même endroit, soit de poursuivre l'expérience aussi. Et ça, c'est la troisième déclinaison que je propose. Plus qu'une déclinaison, c'est une extension. C'est que chaque participant à une expérience de Gaiactica obtient un accès VIP, je vais dire, à une communauté en ligne. Une communauté qui est là pour se lancer des défis liés au dérèglement climatique, évidemment, donner accès à de l'information spécifique et avec le bon angle sur ces sujets-là, et de pouvoir continuer à créer ce qu'on appelle l'aspect gamifié, la gamification au-delà d'une expérience, et que ça puisse entrer dans le quotidien, que ça puisse entrer aussi en tant que viralité positive sur les réseaux sociaux. J'essaye d'être à 360 degrés et de valoriser l'approche de Gaiactica de plusieurs façons, en tout cas toutes celles qui résonnent pour moi. Et je suis très content de voir les premiers retours que j'ai avec ces différentes formes. Génial. Alors, tu nous as parlé de temps en temps que tout ton projet Gaiactica est basé sur une réalité scientifique. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu du processus de création de Gaiactica et comment tu as fait pour monter ton scénario? Quelles sont les informations que tu allais rechercher et où? Pour créer Gaiactica, ça m'a pris en tout 14 mois, précisément, entre le moment où l'idée m'est arrivée et le moment où le premier vaisseau ouvre à Bordeaux. Et pendant ces 14 mois, les 6 premiers mois, c'était de la recherche scientifique et ce qu'on appelle une analyse de marché traditionnellement, mais en tout cas une étude d'opportunité pour voir si ça pouvait plaire. Et pendant ces 6 mois d'analyse scientifique, j'ai fait en sorte de m'entourer des bonnes personnes pour vérifier qu'il était possible de traduire tout le contexte scientifique du dérèglement climatique sans faire de contresens, mais tout en le simplifiant ou l'adaptant à des ressorts ludiques. Et ça, c'était vraiment important. Je voulais pas m'éloigner de la réalité parce que sinon je perdais la caution scientifique du projet. Et je voulais pas trop y coller parce que ça ne permettait pas de développer autant que possible les ressorts ludiques. Donc ça m'a pris 6 mois. C'était pas du temps plein, mais c'était un bon mi-temps pendant ces 6 mois-là. Et à partir du moment où ça a été validé et en même temps où j'ai pu trouver un lieu pour m'accueillir, donc la première ouverture, c'est à Cap Science, le musée des sciences de Bordeaux, et de l'argent, parce qu'il fallait de l'argent, il fallait des ressources pour pouvoir développer tout cela. Toutes ces validations-là sont arrivées au même moment, tout début d'année 2019, et c'est ça qui a permis ensuite d'entrer vraiment dans la production. Donc de créer l'univers graphique du vaisseau, de créer le décor du vaisseau, de mettre en œuvre tous les dispositifs informatiques, électroniques, la partie jeux vidéo, pour que l'expérience type escape game puisse prendre vie.
et les autres aspects dont je parlais tout à l'heure, ateliers, conférences et l'extension plus communautaire, c'est des choses qui se sont faites en parallèle en fonction des opportunités. Et tout ça, tout ce package-là, aujourd'hui, là, à partir du moment où on peut nous écouter, c'est des choses qui existent et qui peuvent être découvertes et qui peuvent être vécues. Alors, aurais-tu des conseils à donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans la création d'une expérience ludique et immersive par rapport à ton expérience? Alors, ce qui a été marquant dans mon expérience, sachant que j'ai commencé vraiment à vivre professionnellement de la conception d'expériences ludiques et immersives il y a 2 ans, hein, donc c'est assez récent pour moi. Ça a été d'abord de m'entourer. Donc je me suis entouré de game designers qui m'ont aiguillé. J'ai toujours tenu à moi-même tenir les rênes du projet et parce que je sentais que j'étais en mesure de faire aboutir les idées que j'avais en tête, mais j'avais besoin d'être accompagné pour éviter les erreurs de débutants. Donc ça a été mon premier réflexe et ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, dans la mise en œuvre, je pense que je vais pas dire quelque chose qui va étonner beaucoup de personnes. C'est de faire beaucoup d'allers-retours, beaucoup de tests, beaucoup d'évaluations. C'est ce que j'ai fait pendant cette année. À très 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 vite dans la production du projet, j'avais un prototype que j'étais capable de faire tester avec 4 écrans tactiles que j'emmenais dans une valise un peu partout pour faire tester à des équipes de joueurs. Donc je pense voilà que bien s'entourer et faire de nombreux tests et être agile dans l'itération, dans l'amélioration à partir des retours des tests, ça a été les 2 choses qui m'ont beaucoup aidé et qui pourraient, je pense, aider dans les premières, au moins dans les premières étapes, toute personne qui aimerait se plonger dans la grande aventure de la conception d'expériences ludiques. Alors, avant de terminer notre échange, est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé et que dont tu souhaites parler? Ou est-ce qu'on Eh a tout couvert? bien, je crois qu'on a tout couvert. En tout cas, tu m'as donné l'opportunité de tracer à la fois mon parcours et la vision à 360 degrés de ce qu'est le ludique et le serious game aujourd'hui dans mes activités. Donc je te remercie pour ça et je vois pas de sujet complémentaire à aborder. Super, ben, merci beaucoup. Alors, j'ai pris l'habitude de poser 2 questions à la fin de mes épisodes. La première, c'est si tu as un jeu que tu as particulièrement aimé, que tu souhaites nous recommander, quel est-il? Ah, ça c'est une question compliquée parce que un seul jeu à recommander, à la fois ça ne me vient pas et c'est difficile à mettre en avant. En tout cas, comme type de jeu, vraiment ce que j'aime mettre en avant, c'est les jeux où on se rencontre. Et donc c'est vraiment des jeux qui sont des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux où vraiment on se rencontre, on n'est pas masqué derrière un écran. Euh, et quand on mixe ça avec des approches liées à l'environnement, à la planète, des approches un petit peu sérieuses sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui peuvent avoir une résonance avec notre façon de voir les choses au quotidien, c'est un combo que j'aime beaucoup. Mmh. Pas d'exemple en particulier? Il y en a tellement, non, je me risquerais pas à donner des exemples particuliers. OK, pas de problème. La deuxième, c'est, si tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode, qui serait-elle? Alors, je vois 2 personnes qui me viennent. La première, c'est Sébastien Béquignon de Enjeux communs, qui est une association qui a 1 an et demi maintenant et qui vise à populariser l'utilisation du jeu pour tout le sujet en fait qu'on a abordé aujourd'hui dans notre échange.
Donc voilà, ce serait une personne qui aurait toute sa place, je pense, ici. Et je fais aussi un clin d'œil à quelqu'un, mais je crois il est déjà passé par là, c'est Aurélien Lefrançois de Prismatic, qui fait partie des personnes qui ont accompagné Gaiactica dans le game design. Et donc voilà, je sais qu'il est déjà passé par là, mais je fais quand même un clin d'œil pour l'accompagnement qu'il m'a offert et en fait l'accélération qu'il a permis à ma propre activité professionnelle dans le serious game de prendre son envol. Super, merci Aurélien. Finalement, si on veut en savoir un peu plus sur toi, tes projets, Gaiactica, où peut-on s'informer? Tu nous as déjà dit que Gaiactica était au Cap Science à Bordeaux. Ça fait partie d'une exposition là-bas. Comment ça se passe? Gaiactica est accompagné et accueilli par le Musée Cap Science de Bordeaux pendant au moins l'année scolaire 2019-2020 et j'espère plus que ça. Donc c'est quelque chose de permanent, hein. On peut y venir toute l'année, tous les jours. En même temps, toutes les autres activités de Gaiactica et j'espère de nouvelles implantations en France et à l'étranger. Tout ça, c'est à suivre sur Internet, sur le site gaiactica.net. gaiactica.net et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et autres. Ok, merci beaucoup Dorian Tourin-Lebray. Merci beaucoup Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.